l'idée, c'est d'essayer de reprendre le contrôle un peu pour donner des clés d'analyse. C'est un hasard, en fait, mais il y a 3 jours, j'ai reçu un mail d'une agence de design qui s'appelle Avenir Design Studio, qui me proposait ses services pour illustrer les projets sur lesquels je travaille. En fait, je ne suis pas un bon client parce que nous ne travaillons pas sur l'image, on travaille sur la technique plutôt. Et donc, j'ai reçu ce mail avec 3 images, dont ces 2-ci. Et on voit que ce sont des images vraiment très élaborées. C'est franchement c'est un travail admirable et qui était impossible il y a 10 ans, je pense. Donc, on a en fait aujourd'hui utilisé toutes les techniques pour produire des images vraisemblables, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont crédibles, pas toujours. Mais vous voyez, sur cette image de jour, on a toutes les ouvertures ici qui sont, soit elles reflètent le ciel, soit elles nous montrent l'espace intérieur. Dans la réalité, en fait, c'est difficile que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait voir le ciel à travers 2 ouvertures en enfilade, mais du coup, on aurait du mal à percevoir ce qui se passe ici. Et puis en bas, par exemple, dans la réalité, en fait, c'est difficile de voir ici l'intérieur, à moins qu'il y ait beaucoup de lumière. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait un spot enclenché à l'intérieur. Normalement, une fenêtre comme ça apparaîtrait plutôt sombre. Mais on a ici, on va dire, de la transparence, on a du calme, la verdure est aussi là, enfin la végétation est là pour nous montrer que l'espace est bien maîtrisé, y compris dans ses abords. C'est l'été, les gens sont en short, enfin les gens, ici la personne est en short. On a un quartier calme, très peu de voitures, pas de circulation, on va dire. Quelqu'un arrive, quelqu'un part peut-être. Si maintenant je regarde l'image de nuit, de nouveau très sophistiqué, il y a un peu plus de voitures, ça veut dire que la nuit, le quartier est quand même habité, c'est pas un quartier où on se sent en insécurité. Il y a de nouveau des gens qui sont assez tranquilles, qui se promènent. Donc en fait, on essaye de proposer je sais pas, donner envie avec ce nouveau projet ici. Bon, bien sûr, ce qui est frappant, c'est que toutes les lumières sont enclenchées ici, à l'extérieur, toutes ces lumières, et puis à l'intérieur, tout est éclairé. Ce qui veut dire que ces bâtiments ont eu du succès, ils ont tous été vendus. En fait, bien sûr, c'est jamais ça dans la réalité, heureusement. Et ça veut dire qu'en fait, la nuit, c'est comme si tout était actif. En fait, la nuit, surtout pour des logements, il y a seulement quelques bulles qui sont actives, et puis le reste est quand même, heureusement, un petit peu dans le sombre, et notamment l'éclairage artificiel extérieur. Vous avez certainement entendu parler quand même de cette tendance à l'éteindre lorsqu'on n'en a pas besoin, lorsqu'il n'y a personne, pour aussi respecter la nature, enfin la végétation et la faune. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut de nouveau admirer le fait que ces images sont très bien réalisées. Vous voyez ici, l'auteur a rajouté un petit peu d'humidité sur le sol, enfin de brillance, et on voit le reflet des phares, on voit le reflet des lampes, etc. C'est vraiment des objets très complexes, très bien réalisés. Et on peut vraiment s'en féliciter parce que si on prend... Moi, quand j'ai commencé mes études, on travaillait sur du calque avec des rotrings, quoi, et puis on grattait. Et puis, quand on avait fait une perspective, on était vraiment ravis, mais c'était beaucoup d'efforts. Et là, c'est systématique. Chaque projet peut être défendu par des images vraiment extrêmement élaborées. Maintenant, si on poursuit un petit peu le discours, on voit que ces images, en fait, j'ai parlé là de ces intérieurs de jour où on arrivait à percevoir l'intérieur, de nuit aussi où tout est éclairé. En fait, c'était très descriptif. On voit y compris l'aménagement, les luminaires, etc. Mais si on prend une image pas mal plus ancienne, donc le Panthéon, dans une estampe de Piranèse, qui date de... Attendez, j'arrive pas à déplacer... Bon, vous devez le voir. Ah oui, voilà, 1751. Pardon. Dans cette image-là, en fait, celui qui représente ce bâtiment, il fait des choix qui vont au-delà de la réalité, dans la mesure où on voit ici des éléments qui sont au fond des arcades, ici, enfin, pas des arcades,
du système de piliers. En fait, il y a plus de lumière ici, au fond de cet espace intermédiaire, que dehors ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait une représentation, ben, on choisit ce qu'on veut montrer, et là, on veut montrer la porte d'entrée finalement, et peut-être même l'intérieur du Panthéon. Maintenant, si je prends une autre image, pas très récente, on voit qu'en fait, dans une image, soit ici c'est une image papier, hein, mais avec nos appareils photo, nos téléphones, etc., on fait des images aussi toute la journée qui ont une limite dans la résolution. En fait, on sature dans les sombres et on sature dans les très clairs. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de l'information autant que ce qui était ici décrit. Donc, la photo est un média qui correspond un peu à l'œil, un peu à ce qu'on pourrait voir. En tout cas, la géométrie est parfaitement correspondante à ce qu'on pourrait avoir depuis le point de vue où a été prise la photo, mais on n'arrive pas à voir toute la dynamique des images. Alors, si je poursuis un petit peu sur ces histoires d'images, je vais peut-être vous poser une question ici. Ici, dans ces deux images, il y en a une qui est une photo et l'autre qui est une représentation en réalité virtuelle. Est-ce que, si je pose la question, est-ce que vous êtes capable de dire la photo est à gauche ou la photo est à droite? Céline et Hélène, vous me dites si… Oui. Donc, vous pouvez dire si la photo virtuelle est à droite ou à gauche. D'après vous. À droite. On nous suggère à droite. Ça serait l'image, la photo. C'est ça? La photo est virtuelle à droite. Ah non, alors d'autres s'expliquent pour la photo virtuelle à gauche. Oui, oui. La droite l'emporte pour l'instant, l'image de droite. La droite l'emporte pour la photo. Pour dire que c'est la photo, puis ça serait une réalité virtuelle. En réalité… à droite. Il faut dire que la virtuelle est à droite. Ah bon. Après, on a du à gauche aussi. Hein. Bon. Ça ne fait pas consensus, c'est très bien. C'est pas homogène dans les réponses. En fait, il y a quelques indices qui peuvent quand même nous faire penser que ça, c'est la photo, parce que c'est un détail de plus que dans l'image virtuelle. Donc, il y a un luminaire. Il y a aussi un ordinateur ici posé sur la table. Donc, en réalité, ça, c'est la photo. Mais l'image virtuelle, en termes de, disons, de géométrie, etc., est très proche. On a même les ombres projetées, etc., sont très proches. On a même des reflets ici qui ressemblent. En fait, on voit ici le reflet dans ce vitrage de cette ombre ici, et qu'on peut distinguer ici. L'image virtuelle permet vraiment de représenter les choses de façon assez fidèle, mais quand même, il y a des choses qui manquent. Par exemple, ici, on n'a pas la texture de ces panneaux en métal qui est un peu imparfaite. On n'a pas le grain de la moquette. On a ici une ombre qui est un peu, disons, théorique. Mais je vous montre ces deux images parce que ça fait partie d'une expérience qui a été menée à l'EPFL, donc à Lausanne. Donc, une thésarde qui s'appelle Kintia Chamilotori a passé pas mal de temps à comparer justement des images réelles avec des images virtuelles, avec un casque de réalité virtuelle. Donc, en gros, l'expérience consiste à faire venir des gens, à leur mettre un casque sur les yeux. Et ils rentraient dans cet espace, on leur mettait un casque, ils apercevaient donc cet espace-là. Puis après, la façade changeait. Des éléments étaient posés devant la façade en virtuel, et puis ils devaient se prononcer sur leur ressenti, disons. Ce qui est intéressant avec ces images, c'est que, en fait, ces images, elles utilisent le principe de, on dit HDR, High Dynamic Range, c'est-à-dire pour pallier le fait qu'une photo classique sature dans les sombres et sature dans les très clairs, on fait plusieurs images avec plusieurs temps d'exposition, et puis comme ça, on a de l'information dans le très clair et dans le très sombre. Et puis, ces images-là, après, il faut utiliser des algorithmes pour doser entre les différentes images qu'on va assembler pour donner une image finale. Et ici, on a 4 panels d'auteurs qui sont assez connus, dont Reinhardt ici, et puis Greg Ward. Et chacun propose en fait une façon d'assembler les images pour donner
ce qui lui paraît être le plus proche de la réalité. Alors, si je prends par exemple ces deux images-là, qui sont deux propositions de fusion d'images, de synthèse, eh bien, vous voyez que ça donne des réalités très différentes quand même ici. On a un mur très clair, on a des contrastes assez élevés, on a un éclat ici sur cet espace. Donc ça, c'est vraiment des photos, mais avec plusieurs images, on en reconstitue une qui est censée représenter l'ensemble de l'information. Et on voyait que même des experts mondiaux, reconnus vraiment, finalement préconisent des algorithmes qui arrivent à des résultats assez différents. Ceci, c'est pour dire que c'est difficile en fait d'avoir des images, une image ne représente pas la réalité, elle représente une réalité ou un point de vue ou un choix en fait. Donc, les images de synthèse, c'est pareil en fait, et les images de concours, c'est un choix. Donc, bon, il faut avoir ça en tête. Maintenant, venons-en à ces images proposées lors des concours, et puis les images des bâtiments tels qu'ils sont offerts à notre vision lorsqu'ils sont construits. Alors, je vais vous montrer beaucoup d'images du quartier de la Confluence à Lyon. Pourquoi ça? Parce que d'abord, je connais bien cette ville, et puis il se trouve qu'il y a ce quartier, en fait, il a commencé à être, disons, aménagé il y a une vingtaine d'années, et puis il y a eu un processus assez continu et un suivi très continu en fait des différents projets, ce qui fait qu'il y a un site, je croyais avoir mis quelque part l'adresse du site web, je ne la vois pas ici, mais il y a un site qui référence bien l'historique de ce quartier, et donc on a des images de concours, et puis on a bien sûr maintenant l'image de la réalité. Pour la réalité, j'ai utilisé dans ce quartier des images Google, enfin Google Street View. L'avantage, c'est que j'ai pu trouver comme ça pas mal de projets sur lesquels je pouvais comparer le projet et la réalité. Sur une image comme ça, en fait, il y a une question de matérialité. L'un des enjeux de ce projet, c'était sa toiture en structure légère et gonflable, enfin gonflée, enfin des panneaux, des bulles sous pression. Et cet objet-là, il est assez bien rendu, enfin, il est assez idéalisé sur cette image. Il y a même un effet d'irisation, en fait, pour montrer qu'il est très léger. Et la structure qui porte cette toiture, en fait, elle est un peu effacée dans le flou de la toiture. Alors que dans la réalité, on voit que cet élément, il est assez aérien quand on le voit de l'extérieur, mais un peu plus dense lorsqu'il est vu de dessous. Il y a une question de matérialité aussi sur le bois ici. Alors, c'est aussi lié à la position du soleil, hein. Ici, d'ailleurs, je pense que le soleil est à gauche ici, donc il éclaire le bois, ce qui fait que le bois est très clair. En réalité, le bois a déjà peut-être un peu vieilli, ou en tout cas c'est assombri, parce que c'est ce qu'il fait généralement quand il est protégé de l'eau et qu'il est soumis au soleil. On voit ici qu'il y a quelque chose sur la végétation. Quand on fait un projet au niveau du concours, on aimerait bien montrer qu'il va y avoir de la végétation qui peut participer au contrôle du climat, etc. Mais si on la montre complètement, en fait, eh bien, on cache le projet. Donc, la végétation est souvent esquissée, mais de façon transparente, pour quand même qu'on ait l'image du projet. Alors là, on a des impressions un peu plus petites. Et puis, il y a un point qui est vraiment clé, c'est la transparence. Ici, on voit que dans la réalité, en fait, c'est très difficile de pénétrer, enfin que le regard pénètre à l'intérieur des espaces. Il n'y a que les éléments qui sont vraiment juste, les éléments clairs qui sont juste derrière les vitres qu'on arrive à percevoir. Sinon, en général, et ça c'est une chose systématique, la lumière, enfin le regard ne pénètre pas à travers les vitrages quand on est à l'extérieur en plein jour. En pleine nuit, oui, mais en plein jour, non. Donc il y a la question de la transparence qui se pose ici. Alors là, c'est toujours dans le même quartier, c'est l'hôtel de région de Port-d'Empare. Ça, c'est l'image du concours. Et ça, c'est l'image Google Street View, à peu près avec le même point de vue. Là, on voit vraiment une différence colossale, en fait, entre l'image proposée et la réalité offerte aux passants. Alors, moi, j'en arrive à me demander si
des vitrages étaient prévus en fait sur cette grande portion-là. En fait, en tout cas, dans l'image, ils n'y sont pas. Et du coup, le regard a accès à cet atrium ou ce patio, je ne sais pas exactement. Je crois que c'est un atrium parce que c'est des verrières en dessus. En fait, il y a une espèce de transparence totale, un effacement des vitrages qui permet de justifier, enfin de montrer cet effort très important au niveau structurel qui a été consenti pour faire ces porte-à-faux, etc. et ces parois en biais. Et en fait, ceci n'est pas visible dans le projet final. Pourquoi? Parce que de nouveau, le verre est un écran presque infranchissable en fait de jour. On arrive à percevoir ici qu'il y a de la lumière derrière, mais parce qu'effectivement le soleil est là-bas derrière, il passe par la verrière qui est au centre du bâtiment, il vient éclairer l'espace central. Mais rien à voir avec ça en fait. Alors là, dans ce cas-là, vous voyez que c'est quand même assez précis pourtant, parce qu'il y a des lumières ici artificielles qui sont éclairées dans les bureaux. D'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que c'est les lumières qui sont les plus proches de la façade, donc l'endroit où on n'a pas besoin de lumière par un temps pareil. Bon, l'image est complexe, mais en fait, elle est trompeuse. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est si elle est trompeuse seulement pour celui qui va choisir ce bâtiment, choisir ce projet, ou si elle est trompeuse aussi pour l'architecte. J'aurais tendance à penser qu'elle est un peu elle peut aussi induire en erreur celui qui fait le projet. Parce qu'à force d'avoir des images comme ça, ben en fait, on pourrait imaginer que les bâtiments vont être comme ça. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a cette information. Est-ce qu'il y avait des vitrages? Je pense que oui, moi, il y avait des vitrages dans le projet initial. Mais je peux me tromper. Si quelqu'un a la réponse et la donne, Céline ou Hélène, je vous remercie de faire passer l'info. D'élucider le mystère. En tout cas, ouais, cet effort quand même important qui distingue le bâtiment certainement de ses concurrents au niveau du concours, il n'existe plus ici. Donc, enfin, il n'est plus visible ici. Le bâtiment est fermé. Ici, bah, vous voyez le toit du Ciné-Cité que je vous ai montré précédemment. Ça, c'est un projet, l'îlot P de Kengo Kuma. On voit ici de nouveau la matérialité qui est assez différente entre l'image de synthèse et le vécu. De nouveau, des transparences qui sont enfin, oui, on pense que ça va être transparent. En réalité, ça ne l'est pas. Il y a le point de vue aussi, c'est intéressant en fait, nous, en tant qu'usagers de la ville, on a du mal à pénétrer dans ces bâtiments et on les voit depuis la hauteur, un peu plus bas que la caméra Google Car, mais on les voit plutôt du niveau du sol. Et souvent, les projets nous sont montrés avec un point de vue aérien comment dire, qui montre un contexte plus large. Ici, on voit même la cathédrale de Fourvière, toute la colline. Et en réalité, ce bâtiment, voilà, il va être là et le paysage disparaît derrière. Il y a aussi un point, à mon avis, très intéressant sur cette image, c'est sur cette partie du bâtiment, c'est l'usage, l'irruption de l'usage du bâtiment par ses occupants. Vous voyez ici, toutes les fenêtres sont traitées, disons, comme si elles étaient dégagées de toute protection solaire, alors qu'il y a du soleil. Et dans la réalité, en fait, ce bâtiment, il est d'ailleurs assez complexe. Enfin, je veux dire, il propose une offre intéressante. Il y a ce qui est en blanc ici, ce sont des stores en toile qui sont à l'intérieur. Et ce qui est en noir ici, ce sont des stores à lame, des BSO extérieurs noirs. Et on voit que le jeu de l'usage que font les occupants de ces protections solaires modifie pas mal la façade. Ma perception à moi, c'est que cette modification offre une variété qui est intéressante et qui de toute façon est incontournable, puisque c'est comme ça que le bâtiment se présente à nous. Et dans les images de synthèse de concours, on a presque rarement, en fait, très rarement, ces usages des façades. Vous voyez, en fait, on pourrait prendre aussi ce bâtiment-là. De nouveau, sur certains étages, il y a une variété. Ici, je ne saurais pas trop dire, c'est un peu loin. Mais l'usage est quand même une composante importante de l'aspect que prennent les bâtiments et de l'image qu'ils offrent au public. Alors là, je pourrais vous poser la question.
Est-ce qu'il y a une image réelle ici? C'est un bâtiment, ça s'appelle l'Unitech. C'est un bâtiment qui est à... Non, c'est pas vrai. Oui, si, c'est l'Unitech, pardon. Non, le Cinathlon. Pourtant, j'ai participé à ce bâtiment. C'est un bâtiment qui est sur le campus de l'Université de Lausanne, fait par le bureau Karamoukou à Zurich. À votre avis, est-ce qu'il y a une des deux images qui est réelle ou pas? Et s'il y en a une, c'est laquelle? Vous pouvez répondre dans la partie commentée sur l'image réelle potentielle. Potentielle. Alors, image de droite réelle? Oui. Oui, en fait, bon, la question est... C'est vrai que c'est facile. La réponse est facile. Cette image est réelle, mais elle est quand même assez... le temps est parfait, les arbres projettent une petite ombre, etc. Bon. Mais ce que je voulais... Ah oui, c'est pour ça. Là, c'est une image et ça, c'est la photo. Ça, c'est l'image du concours, ça, c'est la photo. De nouveau, là, les usages viennent prendre le pas, en fait, enfin, viennent donner une image au bâtiment qui est assez caractéristique. En fait, ici, tous les stores enfin, oui, les stores sont pilotés par une centrale. Ça veut dire quand il y a du soleil dehors et qu'il fait moins, et qu'il fait déjà plus de 22 degrés à l'intérieur, on baisse les stores. C'est des stores à lame, on les baisse et puis la lame est mise dans une position, disons, pas trop agressive, pas trop fermée. Et puis, quelques personnes, enfin, les gens peuvent reprendre le contrôle. Ce qui fait, c'est quelques accidents ici dans la façade. Enfin, accidents. Mais vous voyez que le bâtiment, en fait, il propose souvent une image beaucoup plus fermée, beaucoup plus métallique que verrière, en fait. Et ça, de nouveau, c'est une irruption de l'usage dans l'image du bâtiment et qui est, je pense qu'effectivement, c'est difficile pour l'architecte, au moment du concours, de produire une image avec les stores fermés. Ça n'aurait pas de sens, en fait. Et il n'empêche que c'est quand même souvent la réalité. Enfin, c'est une réalité importante en termes de temps. Ici, je reviens sur le site de la Confluence à Lyon. Le projet Amplia avec l'image de concours ici et l'image Google Street View. De nouveau, on a l'histoire de la transparence ici qui est un peu sublimée, transparence y compris de la végétation. Et puis ici, on a l'irruption des usages. Et avec, dans l'image de base, on a ici quelques pots de fleurs qui sont disons, un peu systématiques. Et puis la réalité est plus variée que ça. Mais effectivement, il y a des pots de fleurs, il y a des petits arbres aussi qui commencent à pousser. Et puis, il y a aussi une utilisation de cette peau, en fait, qui est mobile et qui est effectivement utilisée par les occupants. Et je pense, moi, que cette image-là, elle est quand même très intéressante, en fait. Je pense qu'au niveau du concours, on pourrait montrer cette multiplicité d'usages plutôt qu'une image un peu lisse, un peu éthérée, disons. Ça montre que le bâtiment, en fait, avec sa peau complexe, il offre une multitude d'usages et d'appropriations qui sont intéressantes et qui pourraient être intéressantes à montrer au moment du concours aussi, je pense. Ça, c'est un projet qui est vraiment tout près de chez moi. Je vais aller prendre la photo l'autre jour. Ça, c'est un projet de Ricciotti. Donc, il y a un grand espace qui était une caserne au centre de la ville de Valence et qui a été donc désaffecté. Et puis, petit à petit, les bâtiments se sont réappropriés. Et cet élément qui était le logement central des Spahis, je crois, devient une médiathèque. Et cette médiathèque, en fait, elle est équipée, enfin, dans le projet, il y a une verrière qui accueille les passants, enfin, les usagers. Une verrière, ça c'est l'image du concours, qui protège l'entrée, mais qui ne masque pas le fait que la façade continue. Et puis, dans la réalité, en fait, cette verrière, c'est un véritable obstacle. Et on n'a plus du tout la perception de la façade jusqu'au pied. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou moins bien, mais en tout cas, ce sont deux images très différentes. Et cette transparence, en fait, quand on s'approche un peu, là, on perçoit la façade, mais quand on s'approche un peu, on est devant un peu un barrage quand même, avec ses qualités, mais on n'a plus cette fluidité. Donc là, cette histoire de matérialité et de transparence, c'est de nouveau dans le sens où un vitrage, en fait, c'est un obstacle au regard.
quand on est à l'extérieur. Ici, c'est des images d'un projet à la Zach Masséna, par Harmonique et Masson. Là, c'est l'image du concours, une image de nouveau très complexe, avec beaucoup de gens, etc. Et puis, ça, c'est une image, c'est pas une image Google Street View, c'est une image d'un photographe. Et j'ai trouvé ça étonnant parce que ici, on a une saturation très importante des couleurs. Probablement que, enfin, il n'est pas exclu que l'appareil photo et le réglage après de l'image, on est joué sur la saturation pour donner un peu plus de caractère. Je ne comprenais pas en fait ce que c'était que ce bleu ici, en regardant les images. Puis j'ai vu d'autres images du projet. En fait, ce bleu, c'est le reflet du ciel dans ces bandeaux qui sont des bandes en aluminium miroir. Et donc, ce bleu peut être blanc ou il peut être de la couleur du ciel, etc. Mais entre cette image-là, un peu éthérée, un peu très légère, en fait, où les balcons n'ont presque pas enfin, on ne sait pas si on peut aller dessus, tellement ils sont légers. Et puis cette image-là, celle-ci est beaucoup plus péchue. Et est-ce que c'est un risque de montrer des projets comme ça? C'est-à-dire d'intégrer un peu de contraste, un peu de saturation, un peu de réalité, en fait. Vous voyez, ici, la transparence, elle est assez bien traitée dans cette image. C'est-à-dire qu'on ne voit pas à l'intérieur, ce qui est le cas dans le projet. Mais est-ce que c'est possible de montrer des images un peu plus marquées? Est-ce que c'est un risque? Est-ce que ce risque peut être assumé au niveau du concours? Je ne sais pas. Là, je vais de nouveau vous poser une question. Entre ces deux images, laquelle est vous semble la plus réaliste? Celle de droite ou celle de gauche? La plus proche de la réalité? Est-ce qu'il y a des réponses? Alors, celle de droite. Droite. Définitivement celle de droite. Celle de droite? À l'unanimité pour l'instant. Oui. Bon, ça tombe bien en fait. Alors, on nous dit aussi aucune des robots sur chaque image. Oui, oui. En fait, c'est ça la ce sont des images de synthèse, toutes les deux. En fait, ça, c'est l'image de synthèse d'origine. Et puis là, j'ai fait mon Photoshopper. Et puis, j'ai essayé En fait, vous voyez, ici, on a autant de lumière dehors que dedans. Dedans que dehors, je veux dire. Et ça n'est pas réaliste. Soit ça veut dire qu'on a... Vous vous rappelez, au début, j'ai dit qu'il pouvait y avoir 100 000 lux ici. Et puis là, 500. Donc, en fait, cette image-là n'a pas de réalité. Alors, est-ce que... Donc, j'ai juste assombri, en fait, tous les vitrages du bas. Et puis, j'ai laissé les reflets du ciel parce que ça, c'est important. En fait, rien ne peut lutter contre la clarté d'un nuage, etc. Donc, en augmentant finalement le contraste, en étant un peu moins saturé, on se rapproche quand même de la réalité. Et en fait, la question que je me posais en faisant ce travail, c'est est-ce que... Moi, bon, en fait, ce n'est pas cette personne qui va décider au moment du concours si on choisit ce projet. Mais il est probable que cette personne-là ne serait peut-être pas si à l'aise que ça d'être en vitrine comme ça, oui, d'être exposée. Et peut-être qu'elle serait plus à l'aise avec cette image, encore que j'aurais carrément dû l'effacer, en fait, enfin, effacer la personne. Peut-être que c'est quand même pas si inquiétant que ça d'avoir des images comme ça où le regard ne va pas pénétrer, donc les personnes seront quand même assez préservées, disons, des usagers publics ou des gens qui vont pique-niquer ici, etc. Donc, je pense, moi, qu'il est possible de rajouter un peu de contraste et de sélectionner les informations, de se rapprocher de la réalité sans toutefois péjorer le projet, je pense. Alors là, je bascule vers les espaces intérieurs. Alors là, de nouveau, j'ai une question. Donc, dans ce tableau de Philippe de Champaigne, l'adoration des bergers, où est la source de lumière? C'est en un mot, en deux mots, de localiser la source de lumière de cette image. On parle de l'enfant, du visage de l'enfant. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres
Pour l'instant, tout converge vers le bébé. Tout converge vers le bébé qui lui-même diverge. Fait diverger la lumière. Voilà, en fait, la source de lumière, elle est là. Et en fait, bien sûr, le bébé est source de toute lumière. Bon, sans entrer dans la légende ou dans l'histoire qui est véhiculée par tout ce qui est arrivé après la naissance de ce bébé, cette image, en fait, ce tableau est plausible. Enfin, c'est pas choquant. Quand vous arrivez au musée devant ce tableau, je pense que peu de gens vont dire bah, tiens, c'est incroyable, la lumière est là, alors qu'elle ne peut pas être là puisqu'il y a quelqu'un. Ça veut dire que le tableau il a été fait avec probablement une torche ici. D'ailleurs, le visage du bébé est moins fin que le visage de tous les autres personnages. Il a été rajouté. Mais ceci pour dire qu'on peut composer des éclairages totalement invraisemblables, mais qui composent une image acceptable, voire même attractive et crédible. Donc, voilà, et on l'a toujours fait. Piranèse l'a fait avec le Panthéon, Philippe de Champaigne le fait avec ce tableau, disons, avec une scène religieuse, et on continue à le faire. Donc, c'est pas forcément choquant. C'est pas forcément choquant, simplement, il faut juste, comme on est dans un processus où on montre des images pour faire prendre une décision à des décideurs, eh bien, il y a quand même des enjeux importants. C'est très cher un bâtiment, c'est des investissements pour des années, etc. Et puis la lumière est quelque chose d'important pour le confort des usagers. Donc ici, c'est aussi un bâtiment qui est sur le site de l'Université de Lausanne, un bâtiment très, très épais et qui a donc 2 atriums sur lesquels il y a pas mal d'espace qui donne. Et ça, c'est l'image du concours et ça, c'est l'image de la réalité. En fait, moi, on m'a sollicité parce que les gens qui ont leur bureau ici, certains se plaignent, disons, pas tous, mais certains se plaignent d'être dans un environnement très sombre. Mais c'est vrai qu'ici, les personnages dans un intérieur, ils sont presque toujours sombres, en fait, parce que la lumière, dans un cas comme ça, la lumière vient de dessus, elle ne peut pas éclairer les faces. Ici, on est dans un bâtiment particulier aussi parce que toute la ventilation, enfin, aucune fenêtre ne s'ouvre, donc toute la ventilation est faite de façon mécanique. Et du coup, ces verrières-là, elles ont dû être protégées par des systèmes de lames extérieures qui font que ça réduit pas mal la quantité de lumière dans les atriums. Mais on voit qu'ici, on a une image assez claire, des personnages clairs puisqu'ils sont blancs, enfin en matière blanche. Et on voit ici la lumière du jour qui essaye de s'infiltrer partout, par toutes les ouvertures. Et dans la réalité, c'est quand même assez différent en fait. Et la lumière artificielle, c'est une image prise en plein jour. Hein. La lumière artificielle est dominante parce que on ne peut pas faire autrement en fait. Et vous voyez de nouveau, tous ces verres ici sont sombres. Et si le bureau est éclairé, on voit à l'intérieur. On pourrait voir ici un personnage à la Hopper. Mais sinon, les verres apparaissent très sombres. Donc, ce sont des parois qui n'ont pas du tout cette qualité évanescente et éthérée. Ça, c'est le bâtiment Sinaton que je vous ai montré tout à l'heure de l'extérieur et qui avait ses stores automatisés. Ça, c'est l'espace de circulation intérieure avec une verrière, l'image du concours et puis une photo que j'ai prise après coup. J'aurais pu vous montrer, j'avais mis au milieu une image de synthèse, de simulation que j'avais faite parce qu'on m'avait demandé un petit peu de dimensionner ces vitrages. Mais l'image était vraiment pas très jolie. Donc, je n'ai pas voulu me desservir. Mais entre cette image et celle-ci, comment dire? Bon, il y a vraiment une très grosse différence parce qu'il y a une opération de contraste important, il y a l'éclairage artificiel qui est présent, etc. Mais laquelle est la plus... Comment dire? Est-ce qu'il y en a une qui est vraiment plus attractive que l'autre? C'est pas sûr en fait. Peut-être que ici, en rajoutant des contrastes, on arriverait, en mettant clairement des surfaces très sombres et d'autres plus claires, etc. On ferait ressortir le vrai caractère de cet espace, qui est avec un matériau béton très brut, et très, très, très pur. Et pour moi, je pense que ça vaudrait le coup quand même de faire l'essai, de ne pas faire des images comme dans le monde des Sims, quoi, où la lumière est partout
et éclaire les choses et les matières et les faces de façon équivalente. Moi, je préfère cette image. Et ce n'est pas parce que j'ai pris la photo. Ça, c'est encore une image de concours, mais là, j'ai procédé de façon différente. J'ai juste changé les contrastes. J'ai fait avec je ne me rappelle plus, enfin, c'est CTRL M dans Photoshop et juste saturer un peu les noirs et désaturer les clairs. Et bah, cette image-là, en fait, on voit il y a un gros soin qui a été apporté à cette image. Il y a même l'éclairage artificiel, mais en fait, moi, je ne l'avais pas perçu, l'éclairage artificiel. Et c'est en redonnant un peu de contraste, en essayant de se rapprocher d'une lumière qui serait plus réaliste, qu'on voit du coup que ça vaut le coup que l'éclairage soit intégré, etc., puisqu'il donne un peu une vie à ce plafond et cette poutraison en bois. Alors, bien sûr, il y a toujours des choses qui sont un peu incohérentes. Par exemple, ce personnage est presque en plein soleil, où la chemise de celui-ci aussi est bien trop éclairée par rapport à l'endroit où il est. Probablement que dans la réalité, c'est encore plus contrasté, l'image. Ceci pour dire, mais comment dire, je ne pense pas que cette image ferait vraiment peur, en fait, au moment d'un concours, et peut-être qu'elle donnerait un meilleur aperçu de ce qui se passe, et du coup, elle revalorise, en fait, cet espace extérieur, cet atrium, ce patio, parce qu'il est plus noyé dans une espèce de blanc diffus et complet. Ici, c'était pour le même concours, une image mais bien sûr, ce n'est pas la même proposition, une image d'un atrium intérieur, pour un espace c'est un projet de bureau, enfin de bureau, recherche, etc. Ça, c'est l'image proposée, et puis ça, c'est l'image où j'ai juste, de nouveau dans Photoshop, bougé ma courbe, en fait, pour accentuer les parties sombres. Et franchement, je pense que l'espace, il est vraiment beaucoup plus proche de ça, en fait. Peut-être même que c'est encore plus contrasté. Mais entre ça et ça, je ne crois pas qu'il y ait une prise de risque, en fait, au moment où on va produire l'image. Cet espace-là me semble plus intéressant que l'image initiale. Et puis, on a quand même une information. Si on fait un plafond en bois, c'est un plafond qui va être quand même sombre. Et là, ben, on fait un plafond en bois, mais finalement, il n'est pas tellement assumé. C'est comme si c'était un plafond clair. Et puis, tout disparaît dans une espèce de sursaturation d'image. Ceci pour dire que, pour moi, il y a un enjeu quand même à repenser ces images, autant pour celui qui va les utiliser comme argument de séduction, que pour celui qui va devoir les lire pour se décider. Alors, je vais peut-être terminer par ça. Lorsque Céline et Hélène m'ont sollicité pour faire cette bulle, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à cette image, cette photo que j'avais prise à Madrid en 2015. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher aussi de penser à l'image que j'avais prise juste après, avec ce gamin qui était venu en courant, être trop content d'avoir explosé la bulle. Et puis, je dois avouer que cette image-là, en fait, je l'ai utilisée en 2015 pour faire notre carte de vœux. Je ne me rappelle plus le slogan. Mais on est tous des trafiquants d'images, en fait. J'ai supprimé le travailleur de l'ombre qui fait les bulles. J'ai supprimé les curieux. J'ai mis ce gamin qui n'était pas sur la scène pour équilibrer la scène. Ou faire Bon, voilà. J'ai enlevé la couleur partout, sauf sur la bulle. En fait, on ne peut pas s'empêcher de trafiquer des images. On ne peut pas dire que ce soit... Enfin, c'est un sport agréable. Et en fait, pour une carte de vœux, je pense que ça ne porte pas à conséquence. Enfin, mais voilà, on est dans une civilisation où on peut en fait faire dire énormément de choses aux images. Et disons, on est tous des trafiquants d'images. Je pense que c'est intéressant de se rendre compte qu'on n'est pas totalement libre par rapport à ces images. Et là, je fais référence aux séquences que j'ai montrées tout au début avec ces mots-clés qui donnent vraiment des couleurs, des lumières, des points de vue, etc. C'est typique. Donc, on n'est pas tout à fait libre. Je pense, moi, qu'il
il y a un véritable enjeu à se rapprocher des utilisateurs, c'est-à-dire quand on produit des images, peut-être se mettre à la place de celui qui est assis à son bureau ou dans son lit d'hôpital ou dans la salle de classe, pour offrir un point de vue qui soit un point de vue d'usager. Donc, essayer de retrouver un petit peu d'empathie avec ces objets qu'on conçoit pour les autres, enfin, pour qu'ils soient utilisés pendant le plus longtemps possible. Je dirais que pour ce qui concerne les architectes, en fait, l'enjeu, ça serait peut-être quand même éviter de déformer la réalité. Je repense à l'image de l'hôtel de région, là, de Port-en-Part, où c'était vraiment, je trouve, le décalage est trop fort. Et sans doute aussi, ça permettrait aux architectes cette réflexion-là pourrait leur permettre de reprendre le contrôle par rapport aux agences qui font ces images. Il y a quelques gros bureaux qui ont ça en interne, mais la plupart du temps, en fait, on fait appel à des graphistes extérieurs. Ces graphistes, ils font des images très stéréotypées, et je pense qu'on peut peut-être leur donner quelques instructions pour être un peu plus en empathie avec la réalité et avec les usagers. Et pour les maîtres d'ouvrage, peut-être que ce regard leur permettrait de détecter peut-être quelques incohérences et de faire des choix un peu plus éclairés, on va dire, si je peux me permettre. Questionner le projet de façon un peu plus, avec un peu plus d'acuité. Voilà. Et en fait, ouais, peut-être qu'il faudrait que je montre ça à des gens qui participent à des jurys pour les rendre un peu attentifs voilà, aux pièges ou aux avantages qu'ont ces images. Voilà. Voilà. Je vous laisse peut-être je suis à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions. Et je vous remercie de votre attention. Merci Bernard pour ce questionnement sur ce que nous donnons à voir. Alors, on a eu quelques petites remarques et questions. Oui. La première, peut-on rapprocher cette tendance du light washing dans les concours au même niveau qu'un green washing? Mais sans doute, en fait. C'est vrai que lorsque j'ai montré ces images de architecture durable et ville durable, c'est clair que ce n'est pas un washing, c'est un green covering. Je pense qu'effectivement, ce light washing, light covering, en fait, c'est... Oui, je pense qu'on peut le rapprocher. Peut-être que ça peut changer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a très peu de recul parce que ces images-là, il y a 10 ans, elles n'existaient pas ou elles étaient beaucoup plus rares. Et aujourd'hui, c'est un flux continu. En fait, n'importe qui peut faire des images, même avec SketchUp. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. Et donc, je ne sais pas comment ça va évoluer. Et je suppose que c'est comme la mode, en fait. Ça peut changer très vite. Ce qu'on va adorer aujourd'hui, demain, on trouvera ringard et ça sera plus d'actualité. Mais il y a un washing, en tout cas, par la lumière, ça c'est certain. Et pour rebondir, c'est mon avis. Pour rebondir sur les modes architecturales, un participant qui nous fait remarquer que le fait de concevoir avec beaucoup de baies vitrées augmente le coût. Ce n'est pas l'idéal en thermique hiver comme été. Et ça pose la question du bien fondé de cette mode architecturale. Alors voilà, bien sûr. Bien sûr. En fait, je n'ai pas abordé ça, mais bien sûr, moi et mes collègues, quand on voit des bâtiments 100% vitrés, bien sûr qu'on est... c'est presque une allergie qui se déclenche parce qu'en fait, bien sûr, il n'y a pas que de la lumière qui passe, il y a des surchauffes en été, enfin des risques de surchauffe importants en été, il y a de l'éblouissement, il y a des parois froides qui font un inconfort thermique en hiver. Et bien sûr, les bâtiments 100% vitrés ou très vitrés ne sont pas, on ne peut pas dire que ce sont des bonnes réponses, ce sont des réponses qui sont dans une tendance. L'autre jour, on était, ça fait quelques mois déjà, on était sollicité sur un projet qui était déjà bien ficelé, un bâtiment qui fait 36 000 m², donc c'est quand même très gros, un bâtiment de bureau à Genève.
Et 36 mm², un seul modèle de vitrage. Enfin, j'exagère. En fait, le rez-de-chaussée est un peu plus haut que, oui, que les étages, mais sinon, sur les 15 ou 18 étages de ces tours, de ce complexe, il y a le même vitrage sur toutes les orientations, de haut en bas, de la dalle au plafond. Et franchement, bon, en fait, quand on intervient sur ce genre de projet, on est un peu comment dire, on est un peu les fouetteurs, quoi. Vraiment, c'est des projets dans lesquels la consommation d'énergie va forcément être bien différente de ce qui est calculé dans les modèles. Et le confort des usagers va être aussi très dépendant de l'usage des protections solaires, des automatismes, etc. Et ce ne sont pas des bons projets, ça c'est sûr. Les bâtiments tout vitrés ne sont pas des bons projets en termes de durabilité et de performance énergétique et environnementale aussi, puisque le verre, c'est quand même un matériau quand même assez, avec pas mal d'énergie grise. Puis quand il y a du verre, il y a du métal, et le métal est aussi un matériau très gourmand en énergie grise et en empreinte. Bon, mais là, je m'égare un peu. Tout est lié. Tout est lié. Ouais. Alors, on a un questionnement sur les images de concours. Oui. Lors de concours, peut-on se passer des images de synthèse qui ont un côté trompeur, comme vous l'avez montré, et se baser sur d'autres éléments pour choisir? En fait, l'autre jour, enfin, j'ai regardé la bulle. Tout à coup, son nom m'échappe. Perret, non, oui. Yves. Voilà. J'allais donner un mauvais prénom. Et il ne montrait presque que des dessins, en fait. Ça veut dire qu'on peut vivre aussi avec, en montrant des dessins et des schémas et des. Ceci dit, il est certain qu'à partir d'une certaine taille de projet, ça suffit probablement pas, en fait. Et la concurrence des images, elle est indiscutable. C'est difficile de lutter sans images. Ceci dit, peut-être que montrer des images de référence, donc qui seraient cette fois des photos, peut-être un bon moyen de donner d'approcher l'esprit du futur projet et puis renforcer la partie dessin ou illustration ou schéma ou je ne sais pas. En réalité, les images, elles sont un peu imposées même dans le cahier des charges des concours, donc c'est difficile de lutter. Je pense que c'est une tendance contre laquelle il est difficile de se battre. Ouais. Je pense que c'est un gros risque de ne pas mettre d'image de synthèse. Mais c'est la raison pour laquelle c'est bien de savoir un petit peu où elles nous emmènent et comment les maîtriser un peu mieux. On fait part d'une réflexion qui va dans cette direction. Il s'agit finalement d'images publicitaires à mettre en perspective avec la communication plutôt qu'avec l'architecture. Oui. Comme tu suggérais aussi. Oui, en fait, il faut se vendre, hein. Il n'y a pas de secret, c'est dur. Hein. La concurrence est tellement dure. Pour chaque projet, il y a combien de gens qui répondent. Et bien sûr qu'il faut se montrer sous un jour agréable. Enfin, c'est de la publicité, effectivement. Je pense que c'est une contrainte, en partie, c'est une contrainte qu'on impose aux architectes, qui est coûteuse en temps, en argent aussi. Bon, ça fait vivre des gens, mais je pense que c'est vrai que si on pouvait, en tout cas, relativiser l'importance de ces images, ça ne serait pas une mauvaise chose. C'est un peu l'esprit de ces bulles, c'est d'essayer de faire le pas de côté ou essayer d'entrevoir de faire le pas de côté pour sortir un peu des chemins rebattus. Oui. Alors, on avait une suggestion par rapport à l'image de concours de l'hôtel de région là, à Lyon. Peut-être que la transparence a été imaginée de nuit. Sans doute, mais l'image est quand même... Bonjour. Attendez, je vais y revenir. Si je reviens à cette image... C'est vrai que de nuit, alors par contre, ça marche très bien la transparence. Elle est où cette image? Elle est ici. De nuit, en fait, cette façade n'existerait pas. Peut-être qu'on aurait les lumières de l'intérieur, mais on n'aurait d'ailleurs pas que les lampes, on aurait aussi
ces vitrages qui se comporteraient comme des lanternes. Et on pourrait avoir cet effet-là, oui, oui, bien sûr. Elle a été imaginée peut-être de nuit et transposée, enfin, oui, rêvée comme si elle pouvait exister la journée. C'est vrai que peut-être que la nuit, ce bâtiment est très beau, mais il n'y a plus personne dedans. Ça se discute. Hein. Ouais. Une remarque peut-être sur l'uniformisation et le contexte qu'offre le BIM, qui voilà, nous invite pas forcément à aller vers plus d'hétérogénéité. Oui. Mais voilà, avec les pistes que tu nous souffles et que, comme tu le rappelais, nous laisser à imaginer aussi Perret dans sa bulle de balade architecturale. Oui. Ah, c'est vrai que bon, je n'ose pas trop me prononcer sur le BIM parce que donc, tout le monde est. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça comme l'arrivée d'une contrainte assez importante quand même dans l'élaboration du projet. Pour le moment, plus qu'un outil de décision qui facilite les choses. Mais je ne vais pas aller plus loin. Mais c'est vrai que probablement que c'est un pas de plus vers la tyrannie des images, d'images qui vont obéir à des tendances, en fait. Bon. Après, il y a, du coup, en écoutant cette conférence, je me dis, il y a encore un troisième niveau qu'il va falloir qu'on éprouve, enfin, qu'on va continuer à éprouver, c'est d'aller voir in situ avec les yeux. Parce qu'il y a encore un biais supplémentaire déjà entre l'image virtuelle, la photo photoshopée, et puis après l'œil humain qui est quand même la plus magnifique machine qu'on ait pour... Oui, alors là, il y a une vraie difficulté, c'est que donc, en tant que spectateur urbain, enfin piéton ou promeneur, on a accès vraiment aux bâtiments, mais en fait, c'est devenu tellement difficile de rentrer dans les bâtiments que c'est très difficile d'avoir une perception des espaces intérieurs. D'ailleurs, j'ai montré assez peu d'images de l'intérieur parce qu'en fait, on n'arrive pas à rentrer. On ne peut pas prendre des photos, en fait. Et si par hasard on arrive à rentrer, non, on n'aura pas le droit de prendre la photo. On peut regarder. Et bon, mais ça, c'est aussi notre société un peu contrôlée, quoi. Il y a certainement des très bonnes raisons, hein, mais du coup, ça renforce le fait que il est difficile d'avoir une empathie avec les usagers d'un hôpital, d'une école. Même les parents, je suis sûr qu'ils vont jamais s'asseoir sur le siège de leur enfant. Donc, ils pourront jamais expérimenter ce qui se passe. Bon, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue. Mon père était à l'hôpital dans la région lyonnaise et je suis allé le voir. C'était pas très grave, mais il était quand même là pour 15 jours. Et il était dans son lit et à la hauteur de son regard, il y avait enfin, c'était vitré en haut et en bas, mais sauf à la hauteur de son regard. Il y avait un gros élément de menuiserie qui lui masquait le paysage. Et puis moi, j'étais assis sur le fauteuil, en face, et pareil, j'avais le regard au même endroit que lui, à la même hauteur que lui, et de nouveau, le paysage était masqué. Donc, il fallait se lever ou se baisser pour voir le paysage, qui était au demeurant assez agréable, puisque c'était des étangs, il y avait des oiseaux, des jets d'eau. Mon père on m'a dit qu'il y a des jets d'eau, mais je ne les ai pas encore vus. À la fin de son séjour, il pouvait se lever. Mais voilà, c'est typique probablement qu'on ne s'est pas posé la question au moment de définir la modénature des façades et des menuiseries de l'usager. On ne s'est pas mis à sa place. Peut-être que ce n'est pas si difficile que ça, je ne sais pas. En tout cas, si on fait quelque chose de très vitré, mais qu'on ne voit pas à travers, c'est franchement loupé, quoi. Voilà. Vous voyez le parking quand même à travers les vitrages du bas. Et d'avoir des espaces qui vivent et qui sont habités effectivement, que ce soit d'un point de vue comme tu le disais, de l'éclairage des vues, mais aussi des matériaux, tout ce qui peut composer le confort. Et ouais, c'est bien le propos de ces bulles aussi d'explorer tout ce qui fait aussi le fait qu'on est bien à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Oui, et d'ailleurs,
ça me fait penser, donc cette période un peu bizarre qu'on a vécue où on était tous derrière nos caméras, en fait, c'est vraiment très nouveau parce qu'on rentre chez les gens, en fait. Enfin, bon, on essaie de ne pas montrer le pyjama et la poubelle, mais en fait, tout à coup, on a eu un aperçu de l'intimité des gens, donc des images de vrais espaces, en fait. Et parfois, c'était folklorique quand même, mais c'est aussi intéressant de voir que ces images-là, elles ont surgi, en tout cas, pendant cette période. Les faux plafonds n'auront manqué à personne pour les millions zoom des derniers mois. Oui. Mais bon, ça veut dire que l'image, on peut oser, à mon avis, montrer deux, trois choses. On avait une remarque en guise un peu de conclusion, qui était merci pour cette bulle qui nous aide à nous questionner sur ce que l'image veut donner à lire dans un rendu de concours, tout comme les images ou slogans d'une publicité. Et donc, merci à toi, Bernard, pour ton intervention éclairante et éclairée, qui invite à exercer notre regard, à s'éveiller et à multiplier nos postures en empathie, et comme tu le rappelais, notamment en réhabilitant l'usager et la vue de l'usager. Tu nous as invités à prendre des risques en montrant les vrais contrastes et les textures, en réinterrogeant les usages et en vérifiant les points de vue pour séduire autrement dans un réel qui est aimable. Et comme tu l'as soulevé, une image représente un point de vue, un choix, et il s'agit de garder notre libre arbitre. Et merci d'avoir terminé sur cette belle image qu'on ne voit plus à l'écran, bullesque, où réalité enchantée, réalité virtuelle et réelle s'entremêlent. Bon, merci à vous. J'espère que ce sujet que j'avais annoncé comme léger ne s'est pas avéré trop lourd. Non, en fait, on voulait partager donc cette dernière bulle qui est un peu immersive avant l'été pour une réflexion un peu atypique. Toi-même, tu disais qu'elle était un peu légère. Nous, on trouve qu'elle est aérienne et qui met en lumière plus en profondeur qu'il ne peut y paraître que dans quelle réalité nous souhaitons évoluer. Donc, c'est les questions que tu posais. Est-ce une réalité normée? Est-ce jouer sur la transparence à outrance? Est-ce une réalité éthérée? Il nous semblait intéressant de se re-questionner sur ces sujets, surtout après ces derniers mois où, comme tu disais, le numérique et le monde virtuel ont été notre quotidien. Et cette réflexion se mène en parallèle aussi du constat qui est fait de l'émergence des villes-mondes, parfois qui apparaissent comme déconnectées de leur territoire et comme hors contexte, hors sol, et aussi de l'imaginaire qu'elles suscitent. On pense que ce sont plus des villes instagrammables que vivables. Le truchement par une esthétique de la lumière naturelle nous a paru éclairant. Nous vous proposons de poursuivre ces moments de partage, remue-ménage et de positionnement professionnel et personnel sur le monde tel qu'on se le souhaite à la rentrée, avec, pour commencer, 3 nouvelles bulles sur les compromis et les optimums à trouver entre confort d'été et confort d'hiver avec Vincent Colliati du Bureau d'études Terre Énergie, la copropriété et la rénovation énergétique de qualité, architecturale et écologique avec le CAIE Rhône Métropole et la LEC Métropole de Lyon, le réemploi dans la construction et l'aménagement avec Bellastock, et nous vous communiquerons la programmation complète des bulles de rentrée d'ici le début de l'été. Il y a du personnel, hein? On s'organise. Ça ne s'improvise pas. Bravo. Bravo à vous pour avoir fait ces petits formats. C'est quand même c'est rafraîchissant. C'était une belle source d'énergie pour nous aussi pour cette période et pour la suite. Et j'en profite, on va vous faire 2 rapides coups de projecteur sur des actualités emblématiques de cette démarche Faire ensemble et autrement de la rentrée. La première, on en parlait tout à l'heure sur le renouvellement des formations labellisées certifiantes DDQE, développement durable et qualité environnementale, qui redémarre en octobre à Lyon, au CAIE Rhône Métropole, et à Strasbourg à l'Ordre des architectes, et également en décembre à Dijon à la Bourdonnerie, toujours sur le même format, 2 jours par mois pendant 8 mois et un voyage d'études de 3 jours. Et donc pour cette démarche multi-acteurs, pluridisciplinaire et transversale qu'on organise depuis 2003 dans l'optique de se préparer à ce fameux monde d'après. Et c'est vrai que là, l'enthousiasme qu'ont suscité les bulles nous conforte dans le fait que nous sommes au milieu de ce gai
nombreux et sincèrement pétris de cette volonté de sortir du cadre. Et on vous propose voilà, de vous accompagner avec nos intervenants dans cette traversée, entourés de ces experts qui sont engagés dans ces démarches et qui nous partagent leur retour d'expérience tout au long de cette formation. Et un deuxième coup de projecteur pour amorcer la rentrée de Toujours Ensemble et Autrement, c'est l'atelier collaboratif sous forme de workshop. Donc, c'est une première qu'on organise avec nos intervenants à l'éco-centre La Ferme de Chenèvre dans le Jura, sur le sujet de la réhabilitation performante in situ, de la théorie à la pratique. Donc, ce sera début septembre autour d'une chouette équipe d'intervenants pluridisciplinaires formée de Nathalie Barnoin, de formation architecte et formatrice sur la réhabilitation, de Samuel Courget, qui a animé une bulle et qui est spécialiste de l'éco-construction, Anne Lechêne, qui est accompagnatrice d'organisation apprenante, et Frédéric Letiec, qui est assistant formateur, accompagnateur, consultant de transition. Nous proposons lors de ce workshop aux professionnels du bâtiment de travailler ensemble sur un vrai et fort projet à la confluence des enjeux écologiques, sociétaux et économiques et culturels. La ferme de Chenèvre est une ancienne ferme traditionnelle située dans le Jura. Après 2 années de réflexion et des transactions diverses, un collectif de 10 personnes est né et en 2017 a acquis la ferme en SCI. Leur projet est de redonner vie au site sous la forme d'un écolieu convivial et ouvert à l'expérimentation. Ces 2 journées d'atelier in situ s'inscrivent dans cette philosophie de dialogue, de partage et de co-construction. Il s'agit d'une mise en situation réelle dans un lieu porteur d'histoire et marqué par le temps, face à des maîtres d'ouvrage pluriels aux attentes et projets multiples, s'inscrivant dans un joli projet de société, avec aussi une partie main à la pâte en off de ces 2 journées. Et pour plus d'informations sur le programme de la rentrée, nous vous mettons le lien dans la partie chat là, du webinaire, le lien pour consulter notre agenda avec les classes virtuelles, les formations courtes et les voyages d'études qui sont prévus prochainement. Et comme d'habitude, et peut-être pour accompagner votre été, les replays des webinaires, donc des 10 premiers et de celui-là d'ici début de semaine prochaine, seront visionnables sur le site Faire Ensemble et Autrement et sur les chaînes YouTube et SoundCloud de la SCOP. On vous enverra un mail avec les liens directs d'ici la semaine prochaine. Et merci encore à toutes et à tous pour votre participation. Merci encore à Bernard pour cette belle intervention d'avant l'été. Et un très bel été à tout le monde. On vous souhaite une jolie trêve oxygénante et on se retrouve en septembre pour une pluie de bulles qui a décidément bien commencé à Lyon. On va reprendre un peu notre souffle. Merci à tous. Merci pour les très sympathiques messages qu'on reçoit au fur et à mesure et qui ont égrené ces 2 mois. 2 mois passés ensemble. C'est depuis fin avril hein, qu'ont été initiées les premières bulles. Et voilà, donc ça nous a vraiment motivés et donné envie de les poursuivre sur les sujets qui nous animent. Et puis, ça donne beaucoup d'énergie aussi aux intervenants qui participent à l'aventure et sur des sujets, voilà, pas forcément sur des sujets faciles ou des sujets classiques. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ces témoignages et retours d'expérience. Bel été à tous, à bientôt. Merci à vous deux.